Après la première partie du JDS, donc, consacrée autour de l'actualité nationale, voici venue la partie débat de ce JDS, journal dimanche au soir. Heureux donc de vous retrouver. Nous avons deux sujets, pénurie du ciment au Burkina Faso et dénonciation de fraude. Et le second sujet, c'est Mondial 2026, sport et géopolitique. Parlons du premier sujet, perturbation en tout cas constatée dans le fonctionnement du marché de ciment. La raréfaction de ce lien hydraulique est préjudiciable aux populations. Les plaintes se faisaient entendre et la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, entendez BMCRF, a jeudi dernier informé l'opinion publique sur les difficultés observées ces dernières semaines sur le marché du ciment et sur les efforts fournis par le gouvernement pour justement trouver des solutions à cette situation, de la lenteur des formalités douanières à la spéculation en passant par les problèmes logistiques. Tout a été passé au crible. Nous abordons justement ce sujet dans la première partie avec des invités que je m'en vais donc vous présenter. Nous sommes avec Sidiki Abubakar Zerbo. Il est enseignant en transport logistique et supply chain. Il est analyste politique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. Nous sommes aussi avec Amadé Adamassi Soro. Il est expert certifié en diplomatie et relations internationales. Il est éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Dr Parfait Elgoudo. Il est écrivain et critique littéraire, chargé d'appui technique au ministère en charge de la culture. Bonsoir. Oui. Bonsoir camarade Baha, bonsoir aux téléspectateurs, aux auditeurs. On a donc les pieds dans le plat, le sujet il est posé. On a vu donc ce point de presse fait jeudi dernier par la BMCRF sur un problème qui devient quand même un peu récurrent, c'est la question donc de la raréfaction du ciment. On sait que le pays est en chantier, les personnes privées aussi, elles, ont leur chantier, donc ça devient un problème assez compliqué. Plusieurs dénonciations, même chez nous par exemple, à notre émission de lundi à vendredi, chaque matin, le mot à dire, c'est revenait très souvent de la part des populations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de spéculation? Ça devient cher? En tout cas, les raisons ont été données. Vous, votre regard déjà sur, on va dire, le caractère cyclique un peu quelquefois de ce problème-là qui revient, c'est-à-dire pénurie de ciment. Je vais, comme je l'avais fait par la présentation, je vais commencer par vous, justement, Sidiki Zerbo. Okay, bon, premièrement, on attendait depuis longtemps une communication sur le sujet. Bon, les raisons étaient évoquées, mais je pense que ces raisons ne sont pas irrémédiables ni imparables. D'accord. Bon, premièrement, on parle de forte demande. Le ciment manque parce qu'il y a une forte demande. Bon, je pense que là, quand même, c'est paradoxal. C'est comme si une entreprise produit son produit et c'est beaucoup demandé. Et du coup, la demande forte là fait que ça manque sur le marché. Je pense que ça c'est une bénédiction pour les cimenteries. Ça veut dire que la demande est forte, le besoin existe, donc c'était aux cimenteries d'augmenter la production pour satisfaire la demande. Donc je pense que lorsqu'on dit que la production est forte, c'est une motivation sans fondement, je pense, puisque c'est comme sur TV. Si tout le monde entier reste sur TV, c'est une bénédiction pour vous. À vous maintenant d'augmenter les fréquences pour pouvoir avoir de la visibilité dans tous les 5 continents. Ensuite, on dit qu'il y a la lourdeur administrative au niveau des douanes et la lenteur dans l'exécution des frontières de transit. C'est-à-dire au niveau des corridors, notamment aux frontières, il y a de la nonchalance dans le traitement par la douane. Bon, là, je pense aussi qu'on pouvait régler ce problème-là, puisque nous sommes dans un État, si vous êtes simplement de créer un cas de concertation, secteur public, secteur privé, l'administration douanière avec les opérateurs économiques du ciment, pour voir dans quelle mesure on peut demander à la douane de diligenter le traitement de tout ce qui est intra du ciment, tel que les clinkers, les additifs et les composants. Quand c'est le ciment qui arrive aux frontières, vu le contexte de pénurie, qu'il y ait une certaine diligence, une certaine réactivité de la douane pour pouvoir permettre, pour alléger les choses, pour pouvoir permettre aux intrants de rentrer, afin d'éviter les retards en aval dans la production. Est-ce que là, il n'y a pas aussi le problème qui ressort, on va dire, de la coordination des choses, notamment avec le pays de transit qui est la Côte d'Ivoire? Ok. Bon, je pense que si on peut avoir des soucis politiques, mais qui ne vont pas interférer dans l'économie. D'accord. Puisque entre le Maroc et l'Algérie, ils sont politiquement en bisbille, mais économiquement ça marche très bien.
La Russie et les États-Unis ne s'entendent pas sur certains points politiques, mais quand c'est l'économie, ils font fi de la dissension pour penser aux populations locales. Bon, maintenant, là on parle du ciment. Je pense que nous aurions pu prendre langue avec l'autorité ivoirienne, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'organisation mondiale des douanes, qui sont en parallèle avec la politique. Donc on aurait pu gérer ça facilement entre douaniers. D'accord. Donc c'est déjà 2 points que vous énumérez. Il y a un troisième point qui est là, sur le plan logistique, puisqu'on a déclassé les camions d'un certain gabarit. Là aussi, je pense que ça a engendré des coûts supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si pour 100 tonnes, on fait un voyage, on prend 2 camions de 50 tonnes. Je pense que celui-là aurait pu faire l'affaire. Et pour finir maintenant, l'électricité. On dit qu'il y a peu d'électricité au niveau des cimenteries, puisque les cimenteries sont consommatrices d'électricité. Bon, paradoxalement, on dit qu'il y a une hausse de production de mars à mai. De plus de 9%. De 9%. Oh, c'est ça. On dit qu'il n'y a pas d'électricité et concomitamment, il y a une hausse de production. Donc je pense quand même que le problème se trouve ailleurs et que c'est le facteur humain surtout qui cause problème. Sinon, quant aux tracasseries administratives et consorts, on peut les gérer. D'accord. Vous allez revenir avec beaucoup plus de précision en tout cas, parce que c'est un premier tour de table justement sur ce qui a été dit. Avancé donc par la BMCRF. Je viens donc vers vous, Soro, justement. J'ai dit c'est récurrent. Et quand on le voit aujourd'hui, il y a des explications qui sont données par la BMCRF. Lui est déjà revenu sur certains points. La question de la production locale elle-même qui pêche de certains faits. Il y a la question logistique, il est revenu là-dessus. Les questions administratives, vous, votre regard là-dessus? Oui, comme toute situation, il y a ce qu'on appelle le facteur conjoncturel et puis il y a le facteur structurel. Bon, par rapport à la question précise du ciment, dans plusieurs émissions et sur plusieurs plateaux, on est revenu sur le fait qu'il n'y a pas eu une communication. Donc ce déficit de communication plonge les consommateurs, la population, donc dans une sorte de désarroi. On ne sait pas, est-ce que c'est une manœuvre de sabotage qui est orchestrée ou bien ce sont des difficultés réelles inhérentes à la production. Effectivement, avec la sortie de la BMCRF, on a pu maintenant connaître quelques éléments, quelques facteurs donc, qui ont effectivement provoqué cette pénurie-là. Il y a aussi un autre aspect qui est important qu'il faut souligner dans notre contexte, c'est ce que j'ai appelé l'écosystème commercial dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a des habitudes qui ont la peau dure. Ce ne sont pas toutes les productions, ce ne sont pas toutes les sociétés, mais il y a certaines sociétés qui sont abonnées, n'est-ce pas, aux vieilles habitudes, qui font que ce que ces structures, ce que ces sociétés alors déclarent est souvent différent de ce que ces sociétés-là produisent. Donc, qu'est-ce que la commission, donc la coordination de la lutte contre les fraudes-là a fait? Elle a donc procédé à un contrôle strict, un contrôle assidu de cette production. Parce que quand il y a la production qui augmente, il y a aussi des implications, notamment l'augmentation des taxes, de la fiscalité, etc. Donc, c'est que certains, pour effectivement réduire donc ces taxes-là, déclarent moins, en tout cas en deçà de leur production réelle. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la spéculation. Voilà. Et la spéculation, ce n'est pas seulement limité au seul domaine du ciment. On a même vu avec les céréales, on a vu avec même au niveau donc des motos, il y a eu effectivement ce problème qui se pose. Donc, si déjà, alors on prend à bras le corps la question, on fait une communication, on essaie maintenant de voir est-ce que ce sont les facteurs de production comme l'électricité, comme les intrants dont a fait cas Zerbo. Si c'est ça qui pose problème, alors je pense qu'avec la concertation, on peut ensemble trouver un terrain d'entente. Mais si on laisse... Oui. Allez-y. Mais si on laisse le public, les consommateurs dans une sorte de... manque d'information, ça nourrit en fait les rumeurs, puisqu'on a des gens aussi qui disent que c'est parce qu'il y a maintenant l'initiative Faso Mebo qui est demandeuse de beaucoup de ciment, que c'est parce que voilà, on a des soucis politiques avec certains pays voisins. Tout ça, ce sont des aspects qui sont nourris de supputation. Pour couper court à cela, il faut qu'il y ait une version officielle qui vient d'être servie par la BMCRF. C'est vrai que, Solo, dans votre développement tout à l'heure, vous parliez par exemple de la possibilité
ou bien de l'éventualité, ou encore de ce que, de façon récurrente, il y a plutôt on va dire de l'insincérité dans ce qui était déclaré comme production. Mais si on fait de l'insincérité de sorte à déclarer moins qu'on ne produit, l'effet même serait plutôt d'avoir sur le marché beaucoup plus de ciment. Mais si on fait de la spéculation, on les tient pour vendre à travers des circuits parallèles. Ah d'accord, voilà. Ok. Docteur Fafil Boudou, donc je comprends mieux. Sur cette question du ciment, tout à l'heure, lui, il est revenu directement sur les éléments qui ont été donnés par la BMCRF. Avec Soro, c'est la question de la communication, parce que le problème ne demeure pas, ce n'est pas une question d'une semaine ou de 2 semaines. Je vais dire encore sur les ondes des radios, lorsque vous ouvrez pour les émissions à appel direct, et c'est ce qui revient très souvent. On ne comprend pas la question du ciment. Mais on n'avait pas une communication, on n'avait pas une réponse d'emblée. Quel regard sur ce qui se passe et les explications données? Eh bien, merci. Alors déjà, ce que je peux dire est que on peut déjà dire que le déficit de communication est comblé, puisque ces derniers jours, il y a eu des conférences de presse. Et de ces conférences-là, on retient essentiellement que il y a le problème de transport. Vous savez que dans la production du ciment, il y a le clinker qui est un constituant essentiel, plus de 95 à 97% pour le CPA, et d'environ 65 à 69% pour le CPJ. Donc c'est pour dire que si cette matière première manque, ou bien si son approvisionnement ne se fait pas dans un rythme acceptable, il va de soi que la production baisse. Et cette matière première-là, il nous revient que nous l'importons de la Côte d'Ivoire essentiellement et même du Togo. Et donc, quelqu'un a soulevé tout à l'heure la question des véhicules, parce qu'il y a des véhicules qui ont été écartés en raison de leur gabarit dans le transport. Donc, ça fait que les véhicules qui restent là n'arrivent pas à approvisionner. Et si vous ajoutez à cela la lenteur sincère ou provoquée en douane à la frontière, vous comprenez que l'approvisionnement ne peut pas se faire au rythme habituel. Ensuite, il y a la question de l'énergie qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, les cimenteries utilisent des machines qui sont vraiment, comment on appelle ça, qui ont besoin de grandes quantités d'énergie. Et il vous a pas échappé que les derniers mois, et en tout cas dans notre pays, ont été marqués par des perturbations de l'électricité. C'est même ressorti dans la conférence de presse, la baisse de tension. Quand il n'y a pas coupure, c'est souvent une baisse de tension qui font que les machines ne peuvent pas tourner de façon optimale. Donc, en plus de ça, on peut ajouter les besoins. Quoi qu'on dise, nous sommes un pays qui se porte bien malgré les adversités. Donc, il y a des investissements. La demande est forte. Les gens indexent Faso-Mebo, mais il n'y a pas que Faso-Mebo. Même au plan individuel, les gens investissent, donc la demande est forte. Et comme la production a baissé, effectivement, ça jouait sur et ça accentuait du moins la pénurie. Et à côté de tout cela, vous avez les individus mal intentionnés, des opportunistes qui sont prêts à exploiter toute situation pour s'enrichir. Alors, dès qu'on voit que la production baisse, même ce qui est injecté dans le marché pour être vendu, il y en a qui le stockent et qui le sortent de bouche à oreille pour pouvoir justement augmenter le prix spéculé. Donc c'est tout cela qui rend vraiment remarquable la pénurie de ciment dans notre pays. Oui, mais tout à l'heure, je pense que quand on écoutait Zerbo, il disait c'est vrai qu'il y a des constats qui sont faits, des éléments de réponse qui sont partagés, mais qui sont aussi évitables. Je pense que c'est le mot que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que sur la question logistique, quand on décide par exemple que certains camions hors gabarit ne peuvent plus circuler sur notre territoire parce que la réglementation elle est là, je pense qu'on a derrière aussi forcément de façon induite les conséquences que cela pourrait avoir sur certaines autres questions aussi, comme il le répétait tout à l'heure, la question peut-être de donner des solutions parce qu'on savait que ça pouvait être un impact. Ok, le rôle de l'État, c'est de protéger, de réguler, de légiférer à travers ces différentes composantes. Et si l'État estime que une pratique ou un objet, véhicule soit-il, peut constituer un danger pour la population, mais évidemment, il va interdire. Maintenant, c'est aux sociétés, aux industries qui les utilisent de trouver des situations palliatives. Voilà. Sinon, effectivement, l'État était conscient qu'en extirpant certains véhicules du circuit, ça va réduire justement l'entrée
si vous voulez, le flux justement de ces matières premières dans notre pays, le débit. Mais il appartient à ces sociétés-là de se conformer aux normes. On ne va pas aussi au seul motif qu'on veut avoir du ciment, permettre des véhicules qui peuvent mettre la vie des citoyens en danger. D'accord. Donc, je viens vers vous, donc Zerbo, pour vous préciser un peu ce que vous voyez comme étant des éléments pour lesquels on pourrait apporter des réponses. Bon, puisque l'une des notions de base en sciences de gestion, c'est l'anticipation. Une phrase qui dit gouverner, c'est prévoir, et on dit il faut planifier. Donc, on aurait peut-être pu importer le reliquat, c'est-à-dire on connaît la consommation nationale de la production locale de ciment. Et maintenant, ce qu'on n'arrive pas à satisfaire, et c'est très simple, bon, pendant un laps de temps, 3 mois, un semestre, on décide maintenant d'importer dans les pays voisins du ciment pour couvrir le déficit. Ensuite, maintenant, bon, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la proactivité. Être réactif. Bon, tout à l'heure, l'aîné l'a dit, le docteur l'a dit, on a interdit les camions hors gabarit. L'État sait pourquoi ils le font. Bon, ils sont mieux informés que nous, ils ont raison. Dans ce cas maintenant, les gestionnaires de ces cimenteries-là auraient pu trouver des solutions de substitution, des solutions palliatives. Bon, s'il faut un camion qui a une charge utile de 100 tonnes, qui était déclassé, maintenant on va se tourner vers des camions de 50 tonnes pour faire 2 voyages. Cela va engendrer des coûts supplémentaires, mais vaut mieux avoir un ciment un peu plus cher qu'un manque de ciment, je pense. Donc, je pense qu'avec les cas de concertation, avec la douane, puisque, bon, au bout de la façon, j'ai connu de moi un docteur en communication, on ne sait pas trop bien communiquer entre nous. C'était mieux de créer des cas de concertation, des cas de conciliambule entre le secteur privé et les opérateurs économiques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Au niveau de la douane, il y a la lourdeur administrative, il y a de la nonchalance, comment on peut remédier? Bon, on crée des cas. Quand sur le ciment, on va diligenter. Si jamais le problème vient du voisin ivoirien, on peut contacter l'Organisation mondiale des douanes, puisque notre chambre de commerce a une représentation au port d'Abidjan. On pouvait un peu actionner ces leviers-là pour un peu faciliter le passage dans le corridor du ciment, de l'intrant surtout. Mais souvent aussi, c'est des éléments qui sont faits sous main, sous cap. Maintenant, après, ça a les effets que ça a. Oui, mais bon, je pense que on pouvait ne pas arriver à ce stade où le problème est dévoilé à la place publique. On a pu gérer au sommet, par la diplomatie souterraine, ou bien parallèle, ce problème-là, je pense. Je vais revenir vers Soro. Il y a aussi un autre élément qui est important. Vous parliez du comportement même de nos commerçants. Parce que ça aussi, c'est revenu. Il y a la BMCRF qui fait ses missions de contrôle. Et il revient que beaucoup, en tout cas, tentent de tirer le meilleur parti de la situation à travers donc la spéculation. On connaît les prix, il y a des minimums, les maximums qui sont établis, et là-dessus on a l'impression que bon, les gens dans la situation, il y en a qui ne veulent que s'enrichir. Absolument. Le problème est aussi écosystémique. C'est lié aussi à notre écosystème, notre manière de voir, parce qu'il y a dans certains milieux une certaine mentalité qui estime que pour se faire de l'argent, on ne peut pas suivre l'orthodoxie en matière commerciale, en matière économique. C'est-à-dire que si on respecte la loi 100%, on ne peut pas se faire de l'argent. Donc ces personnes-là, il faut un travail donc, de sensibilisation pour les amener à comprendre qu'on peut se faire de l'argent dans l'honnêteté. On peut être honnête et tirer son épingle du jeu. Et c'est une chaîne où il y a plusieurs maillons. Il y a bien sûr l'État, comme nous l'avons dit, BMCRF. Il y a aussi la Ligue des consommateurs. Il y a aussi les commerciaux, les marketeurs. Et il y a le consommateur final. Donc si on n'arrive pas à trouver une synergie entre ces différents acteurs, ces différents éléments, pour essayer de voir comment résoudre de façon structurelle ce problème-là, parce qu'on peut de façon conjoncturelle trouver une solution, mais après ça va revenir. Maintenant, si le problème est lié
aux intrants, donc ce qu'on utilise pour la production du ciment, qui pose problème. Est-ce que, sous le prisme de la révolution progressiste populaire, est-ce qu'on ne peut pas de façon endogène, même s'il faut faire des explorations, en tout cas, il faut voir est-ce qu'on peut, au niveau de notre pays, ou bien les autres pays comme le Mali et le Niger, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser en fait nos efforts dans ce domaine-là, comme la question a été posée lors de la pénurie du carburant au niveau du Mali. On a vu des cargaisons du pétrole donc qui ont quitté le Niger pour le Mali, avec escorte aussi de soldats burkinabés, etc. Est-ce que dans le cadre plus régional, plus global, comme l'AES, on ne peut pas trouver une solution? Parce que, comme nous sommes dans une confédération, un pays A peut ne pas être en bon terme avec un voisin, mais l'autre pays B peut être en bon terme, comme on a vu actuellement entre l'Algérie et le Niger. Le courant passe très bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'explorer vers ce côté-là et de ne pas finalement emprisonner ou en tout cas prendre en otage, n'est-ce pas, les consommateurs qui, surtout à l'approche des pluies, donc ont des réflexions à faire, etc. Je pense que déjà, le ton qui est donné par la BMCRF à travers la conférence de presse, il y a des mesures aussi qui ont été prises, qui ont été dictées par rapport à ces commerçants véreux-là qui, en réalité, ne pensent qu'à leur chiffre d'affaires. Ils ne voient pas quelle est la dynamique dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est envers ces personnes-là qu'il faut vraiment taper du poing sur la table. Il y a un autre point que vous avez évoqué tout à l'heure, mais qui peut-être, en termes de proposition, je ne dirais pas antinomique, mais qui a un regard différent de celui de Zerbo, c'est qu'on voit avec les pays qui sont, on va dire, en bonne relation avec nous, pour voir, avoir à la fois conjoncturelle et puis structurelle une solution. Mais en même temps, tout à l'heure, quand on écoutait Zerbo, il a dit, bon, si ça vient de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas trouver des canaux pour pouvoir discuter? Oui, je pense que les États, quel que soit leur niveau d'animosité, ont toujours un canal de collaboration. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, ça doit être l'année passée, on a reçu un ministre ivoirien ici, dépêché par la présidence ivoirienne. Ça veut dire que même si on a des différents politiques actuellement avec la Côte d'Ivoire, il y a toujours des canaux de collaboration. Il y a une très forte colonie burkinabé en Côte d'Ivoire. Il y a des canaux donc de collaboration qui sont toujours actifs. Et on peut aussi explorer vers d'autres pays comme le Bénin, qui a commencé en tout cas à avoir une posture plus ou moins favorable donc vis-à-vis des pays de l'AES, notamment après donc l'élection de Ouaddaï, donc à la tête donc du pays, et tout cela, Romuald Ouaddaï, tout cela, ça augure de nouvelles perspectives, et ça peut ne pas seulement se limiter à la question du ciment, ça peut être l'arbre qui ne doit pas cacher la forêt, mais on doit en tout cas aller au-delà pour essayer de mettre sur la table tout ce qui nous empêche d'affirmer notre souveraineté. Parce que ça, on fait un parallèle avec un pays comme la Russie. Avant donc le référendum de l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie était dépendante de beaucoup de pays par rapport à la production céréalière, par rapport au vin, etc. Mais il y a eu une politique interne qui a amené le pays aujourd'hui à être un peu autosuffisant. Nous pouvons aussi prendre cet exemple-là et de finalement nous dire que voilà, l'apport de l'extérieur est important, mais il faut qu'il y ait au niveau interne, au niveau endogène, des dispositions qui sont déjà prises pour que effectivement un produit aussi important que le ciment, qui participe également à redessiner le nouveau Burkina dont nous rêvons, ne peut pas vraiment être soumis à l'importation, parce qu'il y a des aléas politiques qui font que souvent vous pouvez être forcément pris entre le marteau et l'enclume. Docteur Ibdo, tout à l'heure, avec Sourou, il est revenu sur la question des commerçants eux-mêmes et puis quelquefois des comportements qu'on pourrait trouver donc en tout cas pas bien pour la période. On a pas moins de 126 tonnes qui ont été saisies, c'est ce que disait la BMCRF, et ça c'est d'une dizaine d'acteurs en infraction. Donc dans cette situation, en tout cas, il y en a qui essaient de tirer de faire en tout cas de bonnes affaires d'une certaine façon. Mais est-ce qu'elles sont bonnes? Ça, c'est la bonne question. Et comment on interroge justement le comportement en cette période? Il y en a qui mettent souvent la question du business et à côté la question, on va dire, du patriotisme. Comment on conjugue ça en termes de réalité dans ce contexte-là?
Bon, malheureusement, la vérosité, la caractéristique la plus partagée chez nos commerçants, qui voient en toute situation une opportunité de faire de bonnes affaires. Parce que ce que les gens veulent, c'est la surenchère. Et il suffit qu'un produit manque pour que ceux-là même qui ont la chance d'en avoir dans leur magasin le retirent de la vente et le vendent maintenant par bouche à oreille. Ah, tu veux du ciment, je peux t'en trouver, mais la tonne fait tant. Alors c'est ça justement qui leur permet de contourner la mesure gouvernementale qui rappelle aux gens que le prix du ciment n'a pas connu d'augmentation. La tonne reste 100 000 francs pour le CPJ et 115 000 francs pour le CPA, soit 5 000 francs le sac et 5 750 francs le sac pour l'autre. Mais vous voyez que sur le terrain, les commerçants, en tout cas certains commerçants refusent de le vendre à ce prix. Et la meilleure façon pour eux d'écouler leurs produits, c'est de garder leur stock en cachette et de le vendre comme ça par information. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un proverbe à Morée qui dit que quand la pluie vous bat, il ne faut plus vous battre, ajouter en surplus. Bon, déjà, nous sommes en difficulté en proie au terrorisme et ça demande un effort à chacun pour éloigner ce fléau-là de nous. Et en plus de ça, entre vous-même, vous augmentez encore le coût de la vie. Et ça, c'est vraiment déplorable et il faut justement insister sur cette question-là dans la sensibilisation et demander aussi au gouvernement de réprimer. Parce qu'il y a longtemps, sur la question du coût, par exemple, ça vaut 2 ou 3 mois, voire 4, que le gouvernement n'insiste pas de communiquer que le prix n'a pas augmenté. Mais malgré tout, sur le terrain, chaque jour, on prend des gens. Mais comment on l'explique? Parce que vous dites il faut réprimer, les contrôles, on les voit tout le temps, des gens qui se font attraper sans les voir, des fois c'est médiatisé. On parle du ciment, mais c'est pas que le ciment. Aujourd'hui, vous allez encore écouter, certains disent la vie elle est devenue chère, mais quand on interroge aussi quelquefois avec les chiffres que nous donnent l'Institut national des statistiques et tout, vous allez voir que notre, comment on appelle cela, notre inflation, ce n'est pas importé, c'est pas dû à ce qu'on fait venir même des fois, c'est ce qu'on produit nous-mêmes. On a comme l'impression qu'on se taxe nous-mêmes et qu'on se vend bien cher nous-mêmes. Comment on change ça? Bon, c'est pourquoi je vous ai parlé de sensibilisation et d'éducation. C'est amener les gens, il faut mettre de l'humanisme dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas saigner l'autre pour s'enrichir. Finalement, ça n'a pas de sens. Il faut se contenter de ce à quoi on a droit et en fait des prix officiels. Parce que même si vous mettez un gendarme derrière chaque commerçant, s'ils veulent tricher, ils vont tricher. Mais l'essentiel, c'est de multiplier la communication pour amener les commerçants à savoir que le prix c'est tant et que faire autrement, c'est tricher. Si les gens le savent et qu'ils agissent en âme et conscience, ben écoutez, comme l'a dit Sankara, ben, si vous trichez quand on vous prend, il faut aussi accepter les conséquences. Il faut accepter les conséquences. Donc c'est une situation qu'on doit déplorer et vous avez bien fait de le souligner, ce n'est pas seulement le cas du ciment. Il y a eu beaucoup d'autres produits au sujet desquels on dit non, il n'y a pas eu d'augmentation, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais en pratique sur le terrain, on se rend compte qu'il y a augmentation. Donc cette situation oblige même l'État à déployer encore des moyens qui sont budgétivores, parce que même le contrôle et la répression, ça consomme du budget. Si. Et on aurait pu dispenser notre pays de ces dépenses-là pour que l'argent la serve à autre chose. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les gens, même par leur comportement, qui accentuent en fait nos difficultés. Sinon, s'il n'y avait pas eu la détention volontaire des stocks pour pouvoir, comment on appelle ça, renchérir les prix, c'est sûr que la pénurie n'allait pas être aussi accentuée. Parce qu'à des fois, vous arrivez, vous voyez le stock posé, mais on vous dit non, ça, c'est déjà acheté. Alors que non, c'est pas du tout vendu. C'est parce qu'on sait que vous n'êtes pas prêt quand on vous regarde à acheter à tel prix. Alors on vous dit non, on ne vend pas. Bon, et d'autre part, le consommateur aussi n'a pas le choix. Quand vous avez votre chantier, et le maçon qui attend, le sable qui est là. Parfois, vous travaillez, il vous manque juste un sac. Vous arrivez, on vous dit, bon, le sac, il est là, mais ça fait 7 000 ou 7 500. Bon, si vous pouvez trouver ce prix, vous donnez. Pas parce que vous encouragez la pratique, mais parce que vous voulez vous sortir d'une situation un peu gênante. La question du consommateur, on va parler tout à l'heure. Moi, je vais venir vers Zerou qui ne s'est pas encore prononcé sur la question des commerçants. Parce que là aussi, la BMCRF, elle est revenue là-dessus. Il y a les éléments logistiques dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la question des facteurs de production. Mais il y a cet élément aussi qui est celui du commerçant lui-même, des acteurs du commerce qui eux-mêmes ne sont pas forcément clean. Effectivement, bon, là, cette affaire, tout n'est pas économique, il y a aussi le facteur humain.
Bon, c'est regrettable, c'est dommageable, le paradigme et l'esprit qu'on nourrit dans le commerce. Puisqu'on est prêt à s'enrichir à tout prix, et ça nous fragilise même à l'international. Bon, lorsque je prends une hauteur de vue, j'essaie d'analyser. Avant, on avait imputé, canalisé tous nos maux envers l'Occident. Bon, la France, l'Occident nous pille, l'Occident nous spolie, l'Occident nous... Et quand on parle de la chaîne de cimenterie, il n'y a pas d'étrangers. Quand on parle des acteurs, les intervenants, les opérateurs, nous sommes entre nous burkinabés, et puis on se fait ça. Ça dit, nous entre nous, on ne se fait pas pitié, puisque nous sommes dans une situation difficile à la base, avec ce qu'on connaît. Ensuite, il y a un peu d'impôts par-ci par-là. Et dans ça aussi, les gens veulent se construire, se réaliser. Et là, des gens profitent pour marteler, pour taper, pour s'enrichir. Donc je pense que cet esprit nous tire vers le bas et ça ne nous honore pas. Deuxièmement, maintenant, il faut maintenant que l'État essaie de réguler. Comme l'a dit Linné, même si on met un gendarme devant tout commerçant, s'il veut tricher, il va tricher. Mais il faut que l'État tente de réguler et de sensibiliser et de réprimer, de mater s'il le faut. Mais là-dessus, déjà, il y a les prix. Je ne vais pas revenir sur ce que le docteur a dit tout à l'heure. À la tonne, au sac, il y a des prix, c'est connu. Donc, je veux dire, ils le savent. Oui, dans ce cas-là, je parle de répression. Bon, celui qui réussit à passer les mailles du filet, c'est bien. Mais celui qu'on va épingler, il va payer les frais. Il y a aussi le consommateur aussi qui est victime et coupable. Justement. Puisque le consommateur, il est victime, c'est vrai, de la hausse des prix, ça diminue son pouvoir d'achat, mais il est un peu coupable puisqu'il est en collision, il est acolyte et affidé de ces pratiques-là. Puisque lui connaît très bien le prix. Il sait bien que le prix est 5 500 le sac. On te voit à 7 000, tu achètes et tu te tais. Donc il est grand temps maintenant que peut-être qu'il y ait une passerelle entre les consommateurs et l'autorité pour un peu dénoncer ce qui se passe. Puisque l'Omerta et le système officiel là-dessus ne jouent en faveur de personne. Donc il faut maintenant qu'il y ait cette culture, cet art de la dénonciation. Et là aussi, j'interpelle la Ligue des consommateurs. Ah oui, c'est là qu'ils doivent agir. Puisque il ne faut pas laisser l'État seul se battre. Eux aussi doivent prendre la responsabilité face à ceux qui fassent fausse route. La Ligue, comme toute Ligue, elle est forte de ses membres. Et ses membres, c'est le consommateur. Justement, alors qu'il y a un numéro vert officiel pour les dénonciations. Je pense 80 00 11 84, 80 00 11 85, 80 00 11 86. En tout cas, ils ont communiqué là-dessus encore la BMCRF. Parlons justement de la responsabilité du consommateur. Tout à l'heure, quand j'écoutais le docteur Iboudou, il a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur veut finir son chantier, il est dans un besoin. Et quand on lui dit le prix, il s'est dit, bon, je vais faire, c'est sûr que quand ça va descendre, je pourrai faire mes achats à l'échelle comme je veux. Mais pour l'instant, je vais prendre parce que je n'ai pas le choix. Tout le monde pense qu'il n'a pas le choix. Comment on éduque le consommateur justement dans la situation solo? Il faut une synergie d'action. Sinon, si la question est réglée de façon individuelle, au cas par cas, alors le problème va perdurer. Il faut donc une manière... d'abord qui commence par la sensibilisation, parce que notre problème, c'est un problème de mentalité. Voilà. On est fondé à croire que dans le commerce, pour tirer son épingle du jeu, pour se faire de l'argent, il faut passer par des circuits parallèles. Il ne faut pas, en tout cas, respecter ce que l'autorité édicte comme disposition, comme loi. Alors que l'État, l'autorité en le faisant, vise le bien commun, vise en fait l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas la chose la mieux partagée dans le milieu des commerçants. Ils vont te dire que voilà, si je paie les taxes, les impôts, les employés, déclaration à la caisse, etc., plus les facteurs de production, alors finalement je ne me retrouve pas avec grand chose. Le problème de l'inflation, ou le problème, n'est-ce pas, du renchérissement de la vie, c'est que c'est un problème un peu connexe. Ça veut dire que vous pouvez trouver un domaine donné où là-bas les prix sont abordables, mais le fait que dans d'autres secteurs, notamment la santé, l'éducation, les assurances, etc., ces domaines-là connaissent un renchérissement, ça va se répercuter sur les autres domaines. Donc il faut une approche holistique, une approche globale qui permet de s'asseoir pour dire, bon, nous sommes au Burkina Faso, et quels sont les secteurs qui connaissent une hausse, une inflation, et quelles sont les mesures palliatives que l'État peut adopter. Et maintenant, écouter les consommateurs eux-mêmes et les commerçants.
Bon, par rapport à ce que l'État peut faire pour travailler à faire en sorte que nous puissions avoir une diminution des prix, et qu'est-ce que l'État peut faire? Et il ne faut pas aussi que cette diminution des prix aussi impacte négativement sur la mobilisation donc des ressources, parce que nous sommes en période de... C'est une corrélation. On revient toujours dans le même problème. C'est une corrélation, c'est une sorte de cercle vicieux. Il faut en faire un cercle vertueux. Voilà, en trouvant... En tout cas, moi je pense qu'avec l'imagination, avec la bonne foi, avec l'apport des uns et des autres, nous pouvons le faire. Parce que on a financé notre guerre à travers le fonds de soutien patriotique, on a mobilisé beaucoup donc de fonds pour l'acquisition du matériel militaire, de santé, d'agriculture, etc. Si nous poursuivons donc la même réflexion avec une dose de sincérité, de patriotisme et de bonne foi, je pense que nous pouvons trouver une solution. J'ai dit, à un moment donné, tout se rattrape. On parle du ciment, mais derrière le ciment, j'ai dit, on peut retrouver beaucoup de produits que nous avons sur le marché pour lesquels il y a un peu les mêmes plaintes, pour peu que ça manque. Quelquefois, l'État lui aussi, quand il s'investit, il prend des décisions. Il y a encore quelquefois qu'on fait la fine bouche. Je prends justement le cas, par exemple, de la viande. On était avant la Tabaski, il y avait l'interdiction d'exportation, la suspension d'exportation. Voilà, du bétail. Beaucoup ont dit, on n'a pas pensé aux éleveurs. C'est des choses aussi qu'on a entendues. Wow, alors qu'en ligne de mise, c'est le consommateur pour lequel on veut garantir un certain prix d'achat. Quelquefois, on ne peut pas faire 2 moulettes sans casser les yeux. Ça devient c'est-à-dire, dans la gouvernance, là, il est difficile de prendre une décision qui va faire l'unanimité au sein donc, de la population. Mais il faut maximiser sur la communication, essayer de faire ressortir les points positifs, rechercher à travers la mesure là. Et bon, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Mais on ne peut pas aussi, sous prétexte que voilà, ça ne va pas plaire à certains pans de la société, et puis c'est taire. Donc il faut poursuivre la même dynamique de la communication, de la sensibilisation, pour qu'au finish, on puisse avoir le maximum de personnes qui adhèrent à la dynamique. Ce sera ma dernière question sur ce premier sujet-là. Je vais le faire en tour de table. Est-ce que quand on regarde aussi, il y a les ambitions du Burkina, il y a la dynamique dans laquelle on est lancé, mais de façon structurelle, est-ce qu'avec cette question du ciment, on n'est pas rattrapé et rappelé par des éléments de fond? Il y a la question de l'énergie qui est encore revenue tout à l'heure. Comment est-ce qu'on repense cette question? Ça devient un élément en tout cas fondamental et pour lequel il faut une réponse structurelle. Il y a les éléments logistiques qui sont revenus tout à l'heure, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire de conséquences de décision, mais c'est des éléments, tout se transporte. Est-ce qu'on n'est pas rattrapé? Parce que le Burkina, il est en construction, c'est plusieurs chantiers en tout cas qui sont, vous parliez de Faso Mebo tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a des éléments structurels sur lesquels, forcément, on se retrouve à se dire que c'est essentiel qu'on trouve des solutions. Je vais commencer par vous, qui rappeliez déjà cela au début, Zerbo. Bon, il serait primordial de créer une certaine connivence, complicité entre l'élite et la base. Puisque l'élite se bat pour la souveraineté, il se bat pour s'affirmer, et en bas, on est toujours dans les guéguerres d'argent, de spéculation. Bon, ça fait qu'il y a un certain déphasage entre le politique et la population. Donc l'essentiel serait de maximiser sur la communication, communiquer, rallier l'esprit populaire à l'esprit de l'État pour qu'on puisse cheminer ensemble. Par exemple, si on prend le cas des exportations et de l'exportation du bétail qui a été suspendue, bon, je pense que la population normalement devait, les commerçants, se dire non, comme ça, c'est entre nous, on va permettre à nos concitoyens d'avoir accès au bétail, puisque l'État a décidé, c'est vrai qu'on perd, puisque le tout commerce, le tout argent, le tout monnaie n'est pas bien. Il faut un peu d'humain, un peu d'humanisme dans les affaires. Mais bon, nous on fait fi de l'humain et on veut maximiser sur le gain avec une notion de cupidité. Donc les commerçants auraient pu dire que bon, le bétail est bloqué, on va réduire moins cher pour permettre à tous nos frères musulmans de pouvoir bien fêter. Mais non, il y en a qui ont l'objet de vendre même moins cher. Ils préfèrent garder le bétail chez eux que de le vendre à la population parce qu'on a bloqué l'exploitation. Donc je pense qu'il faudrait créer une certaine symbiose, une certaine synergie, une conjugaison d'esprit entre l'élite et la base pour qu'on puisse cheminer ensemble pour un Burkina meilleur. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas revenu sur ma question. Je disais que est-ce que l'élément qu'on est en train de voir aujourd'hui ne nous rappelle pas qu'il y a un élément impérieux, des éléments impérieux auxquels il faut répondre dans la dynamique dans laquelle on est en train d'être lancé. Il y a la question de l'énergie, par exemple, qui ressort de façon très prégnante ici, puisqu'on parle d'une alternative qui est celle de l'offre locale
mais l'offre locale même des entreprises, elles ont un problème, c'est qu'il y a l'énergie qui devient un facteur. Je vais commencer par vous, Dr Boudou. Oui, alors sur ce point-là, je pense que ça a l'état vraiment de s'imposer. Parce que je crois que dans les cahiers de charges des cimenteries, il doit quand même avoir un point sur l'énergie. Et s'il y en a pas, il faudrait l'ajouter. La consommation des cimenteries est telle qu'on ne peut pas les laisser compter sur la Sonabel. Quelle que soit la capacité de la Sonabel, il faut quand même que les cimenteries aient des groupes. Il y a les usines, à partir d'une certaine taille, devraient avoir des groupes électrogènes. Même si ça ne répond pas à tous vos besoins, la Sonabel va intervenir pour donner 50%, 25%. Et cette situation-là, si par exemple les cimenteries avaient chacune un groupe capable de fournir ne serait-ce que la moitié de sa consommation, je pense que le problème aurait été mieux ressenti. Concernant les côtés logistiques, notamment les moyens roulants, gouverner, c'est prévoir, d'accord, mais le gouvernement, avant de prendre la mesure, avant même de l'appliquer, en a parlé, il y a eu des communiqués, il y a même eu un report de la date. On avait donné une date et quand la date arrive, on a encore reporté. Moi, je crois que c'est au gestionnaire de ces cimenteries-là de prendre toutes les dispositions. Parce que quand on est dans un pays, on se met déjà dans la disposition de quelqu'un qui veut respecter les lois et les réglementations de ce pays. Donc, dès que le gouvernement dit que, bon, à partir de telle date, il n'y aura plus telle chose, ben, ça vous déjà de vous conformer. Surtout que dans ce cas-là, ça n'a surpris personne. Tout le monde voyait venir parce que c'est des véhicules, quand on les voyait passer, et on était impressionné par les gabarits et puis surtout par rapport à l'état de nos voies. Et plusieurs accidents les ont impliqués. Si bien que personne n'a trouvé à redire quand on a dit qu'on allait les extraire, les extirper justement du circuit. Bon, maintenant que les gens n'ont rien fait et se sont laissés avoir par ça, c'est un peu regrettable. Maintenant, pour l'attitude des commerçants, je reviens là-dessus puisque la question avait été posée, et même des consommateurs, vous savez, quand vous êtes dans la détresse, vous voyez, non, c'est un peu comme le malade qui est couché, vous lui dites que le cachet, quand on va à 100 francs là, vous allez lui vendre ça à 10 000. Ben, s'il a les 10 000 francs dans sa poche, ben, il va prendre. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même domaine entre celui qui est mourant et celui qui veut se construire un toit. Mais ces commerçants, ils sont malins. Ils sont malins et ils savent justement exploiter. Ils jouent sur la détresse. Et c'est parfois un chantage. Quand vous arrivez, on vous dit, bon, nous on en a, mais la manière dont on a souffert pour l'avoir, si ce n'est pas à ce prix. Bon, et quand vous refusez, vous n'aurez pas votre ciment. Et même en allant ailleurs, c'est vraiment déplorable. Et c'est pourquoi aussi je voulais demander aux dirigeants, si c'est possible, il faut écouter les commerçants. Il y a peut-être eu des cadres de concertation, mais il n'est pas exclu encore de les recevoir pour évoquer cette question de prix. Pourquoi cette insistance depuis des mois? Pourquoi cet entêtement à défier même l'autorité? Voilà, qui donne les raisons et l'autorité va examiner. Et s'il y a lieu de concert avec la Ligue des consommateurs, bon, les prix pourraient être revus à la hausse ou même à la baisse, qui sait. Ben, s'il y a problème et que personne ne signale, bon, là aussi les choses ne vont pas s'arranger. Ben, je regrette que les commerçants se mettent dans cette posture-là. On dit les commerçants, mais ce n'est pas tous les commerçants. Hein. Oui, on sait que voilà, je regrette que certains commerçants défient l'autorité. Ce n'est pas intéressant. Et présentement, comme je l'ai dit, notre État n'a pas besoin de ça. Voilà, l'adversité, laissons-la venir de dehors, de l'extérieur, on va y faire face. Quand l'adversité vient de l'intérieur, elle est plus difficile à combattre et elle gêne même l'État dans son action contre l'adversité extérieure. Et peut-être sur aussi la question de l'énergie, j'ai dit qui est centrale. Ce que le docteur disait, c'est très intéressant parce que, et ça on a entendu les acteurs du gouvernement le dire, sur les entreprises d'une certaine taille, il faut quand même une autonomie sur la question de l'énergie et bien même capable, parce qu'il y en a qui sont capables de revendre même le surplus d'énergie. Ce qui est important ou intéressant avec la gouvernance actuelle, c'est qu'elle est dans une position proactive. C'est pourquoi quand le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de l'énergie nucléaire, pourquoi on dit mais attends, nous sommes dans quel pays? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en réalité, avec l'énergie dont nous disposons actuellement, on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, on ne peut pas satisfaire à la fois la demande des industriels et la demande des ménages. Donc il faut avoir une projection
vers effectivement l'avenir. C'est ça qui effectivement a donné l'occasion à ce qu'il y ait un accord avec la Russie pour effectivement l'énergie nucléaire. Par rapport aussi à la question donc, de la logistique et du transport, vous voyez l'autoroute Ouaga-Bogo, quand nous allons effectivement inaugurer cette autoroute-là, il y aura un impact positif sur les transports. Et c'est là, sur la durée, sur la maintenance, sur les pièces de rechange, tout ça, si on arrive à optimiser donc l'ensemble de ces éléments, forcément, ça va avoir un impact sur, bien sûr, la production, sur même le coût donc de ces différents éléments sortis donc des usines. Donc c'est pendant que nous sommes confrontés à un problème conjoncturel qu'il faut aussi penser à des solutions structurelles en pensant effectivement à cette question donc de l'énergie nucléaire. Espérons donc que la question de la pénurie trouvera donc solution avec le diagnostic qui a été fait par la BMCRF et puis présenter aussi les solutions qui sont en train d'être implémentées. Ceci dit, on passe à notre second sujet, c'est la Coupe du Monde de football 2026 qui a commencé, il faut le rappeler, le jeudi 11 juin. Cette Coupe du Monde est historique, avant tout parce qu'elle est la plus importante jamais organisée, avec 48 équipes participantes, 1248 joueurs et 104 matchs disputés dans 16 villes réparties entre 3 pays qu'on connaît, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc on est entre, il faut le dire, affirmation de la puissance américaine, tension migratoire et rivalité diplomatique. Le tournoi donc s'annonce comme un révélateur des fractures et des rapports de force qui traversent donc le monde contemporain. On l'analyse ici et maintenant, toujours avec nos invités. On a suivi le lancement. Je pense que c'est pas ça qui a cristallisé les attentions. C'est ce qui s'est passé même un peu avant, avec le refoulement d'un arbitre, avec, on va dire, des membres de délégation qui n'arrivent pas à accéder au territoire américain. Et donc, tout se cristallise autour de la politique migratoire aujourd'hui de Donald Trump. Et c'est ce qui semble donc, en tout cas, pour le moins contradictoire lorsqu'on sait que l'idée d'une Coupe du Monde, c'est d'abord d'être ouverte sur le monde et donc de permettre à tout le monde d'y participer. Quand vous regardez pour cette Coupe du Monde, on est en plein dans toute l'expression des clivages et des enjeux géopolitiques plus que jamais, alors que quand on connaît le sport, c'est vraiment le tout autre, c'est celui qui rassemble. Quand vous regardez cette Coupe du Monde, quelles leçons vous tirez déjà depuis les premiers éléments qu'on a déjà eu? Je vais commencer par vous, Soro. Oui, vous avez déjà planté le décor parce que depuis un certain temps, on a compris, on a constaté, en tout cas avec amertume, que le football a été dévoyé de son idéal, qui est celui donc de travailler à rassembler les sportifs, à rassembler les hommes au-delà des frontières, au-delà des nationalités, au-delà des civilisations. Mais depuis un certain temps, effectivement, on a senti que la géopolitique, la diplomatie, les rivalités entre États donc se sont invitées au niveau donc de la Coupe du Monde, qui est le plus grand rassemblement sportif du monde. On a vu même qu'il y a des agendas souvent sociaux qui veulent être effectivement transportés lors du mondial. On a vu par exemple le mondial du Qatar, où on a voulu que ce pays qui a une certaine culture puisse aller au-delà donc de ses propres valeurs ancestrales, etc. On a vu même des pays, notamment la Russie, lors de la Coupe du Monde de la Russie, on a demandé à ce qu'on puisse même revoir l'organisation, introduire ou intégrer certains aspects. On a vu la rivalité actuelle entre l'Iran et les États-Unis, qui s'est invitée donc au niveau du football, où on a demandé à l'équipe iranienne de ne pas passer la nuit aux États-Unis, d'aller habiter au Mexique à côté, de revenir jouer au cours du final et retour, etc. L'arbitre somalien qui a été refoulé, même la vente des tickets, à un certain temps on avait arrêté ça pour les supporters iraniens. Bref, c'est une Coupe du Monde qui commence déjà à montrer vraiment les signes d'une certaine agressivité géopolitique, parce qu'on a senti effectivement que le président américain Donald Trump veut utiliser cette tribune-là pour en tout cas régler ses comptes avec ses rivaux. C'est tout à fait regrettable. Maintenant, on va garder un peu d'espoir pour ça c'est une note d'espoir, voilà, ou une note d'optimisme un peu après ce tableau sombre-là. C'est que nos 10 représentants
Voilà, puis c'est la première fois quand même que l'Afrique a 10 équipes. Voilà, il y a 4 en Afrique de l'Ouest, 4 en Afrique du Nord et 2, une équipe en Afrique du Sud et une équipe en Afrique centrale. Et nous espérons qu'il y ait des équipes comme le Maroc, qui a quand même été 4e, non, lors de la dernière du dernier mondial. Je pense qui a joué les demi-finales. Je pense que l'Afrique pourra encore faire beaucoup de surprises. Si encore on laisse le jeu au jeu. Voilà, si on ne fait pas intervenir d'autres facteurs, ça ce qui n'est pas tout à fait exclu, et je pense que l'Afrique pourra. C'est vrai que la première sortie de l'Afrique n'a pas été concluante, mais nous espérons que la suite nous sera favorable. D'accord. Docteur Boudou, il dit de laisser le jeu au jeu, mais il y a longtemps que le sport n'est plus que le jeu. Oui, et c'est vraiment dommage. Et je crois que cette Coupe du Monde-là, c'est vraiment l'édition qui met en évidence le clientélisme et l'instrumentalisation dans le sport. Quand on regarde tout ce qui s'est passé, vous voyez que nous sommes là à parler de problèmes extrasportifs, alors qu'aujourd'hui, on devrait parler de pronostics, de qui allait remporter. Mais il y a eu tellement de problèmes autour de cette Coupe du Monde-là qu'on ne peut s'empêcher d'en parler. Et tous ces problèmes se focalisent sur le cas des États-Unis d'Amérique. Le camarade en a parlé tout à l'heure, l'expulsion de l'arbitre Omar Abdelkadir Artan. Il y a eu l'Iran qui est obligé de résider à 1 heure de vol de là où il doit jouer, carrément dans un autre pays. Bon, voyez, on imagine déjà dans quel état ils vont venir jouer et repartir. Donc déjà, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Il y a eu ces visas refusés. Et tout ça avec la bénédiction, en tout cas avec l'omerta de la FIFA. Et c'est ce que je ne comprends pas. Parce que moi, je me dis, lorsque on décide d'accueillir un tournoi comme la Coupe du Monde de football, c'est en connaissance de cause. On sait qu'une Coupe du Monde, tous les pays peuvent venir. Parce que l'attribution s'est faite un mois où on ne connaissait même pas les qualifiés. Je crois que c'est en 2018 qu'on a décidé que c'est les États-Unis qui allaient organiser. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on ne savait pas qui allait se qualifier. Mais tous les pays du monde pouvaient potentiellement venir. Et ça, les Américains le savaient. Et c'était déjà sous le magistère de Donald Trump. Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas, en fait, son attitude. Parce que quand vous prenez l'arbitre, mais tel que ça s'est passé, c'est comme c'est les États-Unis maintenant qui décident de qui doit arbitrer ou de qui ne doit pas arbitrer. Pourquoi la FIFA ne réagit pas? Parce que pour moi, la question de visa des arbitres et même des équipes devrait être gérée par la FIFA. En tout cas pour les arbitres. Oui, mais la FIFA dit qu'elle n'entre pas sur les conditions d'entrée dans un pays. Fut-il celui organisateur qui n'a pas dedans. Mais là, c'est une fuite de responsabilité. Quand vous organisez une compétition, parce que ce monsieur Artan ne s'est pas levé comme ça en temps libre pour aller aux États-Unis. C'est dans le cadre de la Coupe du Monde et il a reçu une convocation de la FIFA pour aller arbitrer un match. Donc, logiquement, c'est à la FIFA de mettre son poids dans la balance. Une accréditation. Voilà, pour que les personnes partent. Ça dit que mais l'accréditation n'a pas eu valeur. Le monsieur ne devrait même pas faire la démarche. C'est même un officiel FIFA. Ah oui, c'est la FIFA qui devrait chapeauter toutes ces requêtes-là. Bon, et s'il y a problème, la FIFA intervient pour dire, voilà, même si elle va s'engager pour dire, bon, en cas de dégâts ou de forfait posé par ce monsieur-là, nous sommes responsables, ainsi de suite. Bon, voilà, maintenant, il n'est pas parti. Donc, les États-Unis ont décidé qu'il ne va pas arbitrer. Et la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Est-ce qu'il aura encore la chance? Parce que dans son domaine aussi, dans l'arbitrage, on se bat pour justement le sommet. La Coupe du Monde, c'est le sommet. Mais quand on regarde, justement, quand un pays veut abriter un événement pareil, c'est une opportunité de rayonnement. On voit, par exemple, que c'est le Canada, c'est le Mexique, c'est les États-Unis, mais on ne parle un peu plus que des États-Unis, mais pas forcément de la bonne façon. Est-ce que derrière, parce qu'on est en train de parler de géopolitique et tout, est-ce que derrière, il n'y a pas plutôt Trump qui est en train de, on va dire les choses de façon claire, se renforcer vis-à-vis de son électorat, qui lui a fait confiance parce que c'est quelqu'un aussi qui, sur la question des frontières, a eu un discours. Et aujourd'hui, malgré un mondial, il dénote qu'il demeure droit dans ses bottes sur les promesses qu'il a eu à faire sur la question de l'immigration. Est-ce que ce n'est pas ça aussi en définitive? Bon, c'est peut-être ça, mais en tout cas, je constate qu'il a réussi l'exploit de désintéresser tout le monde de ce mondial, à commencer même par les gens de son pays. Et ce trio qui organise le mondial là,
J'attends de voir. Bon, en tout cas, c'est tout notre souhait que ça se passe bien. Ben, déjà, c'est un trio inédit. Parce que Trump lui-même ne s'entend pas avec ses voisins. Les co-organisateurs. Il vous a pas échappé qu'il a dit qu'il veut annexer le Canada. Et il accuse également le Mexique d'être la porte d'entrée des migrants dans son pays. Donc, les rapports entre ces trois pays, ça ne va pas. Donc, c'est pour dire que cette Coupe du Monde se déroule dans une ambiance. Et il a cette malchance-là aussi. Bon, je souhaite tout le meilleur à l'équipe de football des États-Unis, mais disons-nous que ce n'est pas l'équipe favorite. C'est pas l'équipe favorite. Et je ne sais pas comment il va réagir quand l'équipe sera éliminée. Parce que quelqu'un qui est d'un érotisme bouillant comme ça, je ne sais pas comment il va réagir. En tout cas, c'est regrettable. D'accord. On ne doit pas s'affirmer de cette façon. Et ça me surprend même que la FIFA, bon, ça, je m'ingère dans ce qui ne me regarde pas. Ben, j'étais même surpris que les Américains, les États-Unis précisément, puissent encore abriter la Coupe du Monde. Il n'y a pas longtemps, ils l'ont organisée en 1994. Et déjà, c'est eux encore, pendant qu'un pays comme le Maroc, depuis des dizaines d'années, demande. Et c'est seulement, je crois, la prochaine édition qu'il va co-organiser. Zerbo, sur ce mondial-là, qui se fait supplanter par les questions beaucoup plus géopolitiques, quel regard? Moi, je suis plutôt focalisé sur l'inertie, l'immobilisme et l'attentisme des autres pays. D'accord. Puisque l'Amérique a toujours voulu imposer son hégémonie, sa domination sur tous les plans de la vie, sportif, économique, culturel, le consort. Bon, au-delà de Trump, la politique américaine a toujours été égocentrique et mégalomaniaque. L'Amérique d'abord, American first. Donc, face à des gens comme ça, ils sont eux-mêmes. Ça, c'est l'Amérique, ça, c'est tout l'Amérique. Je suis plutôt intéressé par le comportement, l'attitude, la réaction des autres. Bon, par exemple, on a expulsé un arbitre somalien. Que fait l'Afrique? C'est ce qui m'intéresse. La CAF est un poids lourd dans la FIFA. Et si Infantino a été élu président de la CAF là, c'est grâce aux Africains. Mais ça fait 55 fédérations. Si. Donc il coûtait quoi aux arbitres africains, aux cadres africains de la FIFA, qui sont à la FIFA, de démissionner, de quitter les États-Unis. Parce que je pense que souvent on laisse les grands faire et nous sommes dans l'immobilisme, un peu dans la frilosité. On est frileux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Trump refuse aux Somaliens d'arbitrer, il n'y a pas de problème. Les arbitres africains qui sont aux États-Unis rentrent chez eux. Ça, c'est un arbitre européen, l'UEFA aurait réagi. Mais nous sommes plutôt dans la conciliation. Je pense qu'il faut parfois réagir. Et attention, le sport, et notamment le football, a une dimension politique. Ah oui. Bon, si vous vous rappelez très bien, Mexique en 86, Coupe du Monde 86 au Mexique, il y avait une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, la guerre des Malouines. Et Maradona avait dit que l'Angleterre nous a battus militairement, mais sur le terrain, j'ai battu l'Angleterre. C'est là qu'il a fait la médaille de Maradona en demi-finale face à l'Angleterre. Bon, pour se venger un peu. Et quand vous voyez les matchs de football, Argentine, Brésil, France, Allemagne, Algérie, Maroc, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina, ça peut au-delà du sport. Il y a des relents de politique là-dedans. Donc, ce qui arrive ne m'étonne pas trop, mais c'est la réaction des pays faibles en tant que tels. Puisque je pense qu'il faut qu'on réagisse, il faut qu'on sache qu'on a du cœur, comme on le dit. Par exemple, dans les années 60, Mohamed Ali, Cassius Clay avait refusé d'aller faire la guerre au Vietnam parce qu'il suppose que l'Amérique exagère et qu'on peut attaquer un pays au nom de la démocratie. On lui a retiré sa ceinture de champion du monde de boxe. Et on l'a envoyé en prison. Il a accepté. C'est sa manière de revendiquer son refus. Mais nous, on se tait. On ne fait rien. Donc je pense qu'il est grand temps maintenant que l'Afrique aussi s'affirme à la face du monde. D'accord. Je vais venir vers vous, Sogo. Quand vous avez évoqué le cas iranien, mais quand on regarde le cas iranien, on a l'impression qu'eux aussi sont venus à une tribune pour affirmer des choses. Ils viennent, ils acceptent le refus de rester sur le sol américain. Mais on a vu que la veille, ils disent que bon, pendant tout match, dès qu'on brandit un drapeau hostile ou bien il y a un message politique hostile, ils arrêtent le match. Alors qu'on sait que ça sera difficile. Ça sera difficile et qu'eux-mêmes, en arrivant, je pense que les joueurs iraniens avaient des t-shirts ou des maillots sur lesquels était inscrit l'école qui a été bombardée par les Américains où il y a eu 138 écoliers tués.
C'est aussi un message politique. Si. Et bon, je ne dirais pas ça, mais dans certains pays, il y a des gens qui brandissent souvent des drapeaux, qui font des revendications particulières que vous connaissez. Bon, tout cela, ça n'a rien à voir avec donc le sport. C'est devenu une tribune de revendications politiques. Et parce que si vous enlevez, bon, ça aussi c'est pas du fair play, mais si vous enlevez alors l'aspect politique, l'aspect géopolitique du sport, alors ça va être comme les autres disciplines, hein. Surtout ça va être du football, ça va être comme les autres disciplines. Voilà, surtout que c'est le sport roi. Cette année par exemple, quand on a regardé les chiffres, alors c'est plus de 45 000 milliards donc de francs CFA, et cette somme qui a été injectée donc dans cette organisation. Plusieurs dizaines de fois le budget de certains États. C'est pour dire que la question mercantile aussi a sa place dans le football, et que au-delà donc de ces joueurs qui courent sur le terrain, il y a des intérêts. Il y a des intérêts qui sont derrière, des intérêts géopolitiques pour polir souvent aussi l'image du pays. Et peut-être ça va peut-être aider les États-Unis, le Canada et le Mexique à sceller une certaine réconciliation. Et avec Trump, ce n'est pas évident, mais bon, ça permet quand même au monde de pouvoir souffler un peu. Et certains disent même que c'est à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde que les États-Unis ont arrêté les hostilités au niveau donc du Proche-Orient en Iran. Bon, tout est bon à prendre. Il faut aussi qu'il y ait au niveau donc en face de la réaction. Si par exemple les États-Unis posent un acte qui, non seulement un acte qui va aux antipodes de la FIFA, et les pays concernés doivent aussi donner du répondant pour qu'on sache que ce monde, même si on est grand, on doit composer avec les petits aussi. C'est vrai que c'est le moment de ce qu'on appelle le nation branding. On voit que les États-Unis n'ont pas forcément la bonne réputation avec le mondial. Mais on a l'impression que ça ne sert aucunement, ni au Canada, ni au Mexique, qui ne s'y met pas en avant. Est-ce qu'il y a une possibilité jusqu'à la fin du mondial d'entendre vraiment parler de ce Mexique-là ou bien de ce Canada quand on regarde ce qui est en train de se passer? Avec vous, Zebo. Si on prend les trois pays, il n'y a que le Mexique seul qui est un peu un pays de football. C'est ça. L'Amérique a ce qu'on appelle le soccer, le football américain, le basket. Donc ils ne sont pas des passionnés du football. Et si on prend le baromètre de l'adhésion, beaucoup d'Américains ne sont pas trop accros à ce mondial-là. Comme France, Allemagne, Italie ou le Maroc. Donc les Américains sont focalisés ailleurs. C'est pour cette raison que la FIFA a organisé la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, pour un peu envoyer l'engouement dans cette région du monde-là. Mais ça n'a pas trop donné, puisque le soccer est toujours là. Et beaucoup de footballeurs à leur retraite partent aux États-Unis pour y jouer, tels que David Beckham et consorts, pour pouvoir créer de l'entrée pour ce sport-là. Quand on parle du Canada, eux, ils ont le hockey sur glace. Bon, le Canada aussi, relativement, ce n'est pas des pays de football. Donc je pense que c'est pour cela qu'ils sont un peu dans une diplomatie silencieuse face à ce que Donald Trump fait. Le Mexique, oui, c'est un pays de football, ils ont de très grands joueurs, mais ils sont faibles par rapport aux deux. Donc ils sont un peu dans le silence, dans l'omerta. Mais pour ce qui se passe aux États-Unis, là je rejoins un peu le grand frère Soro. Il faut répondre à Trump. Puisque ces gens de personnes un peu sûres d'elles-mêmes, qui sont dans l'arrogance, dans la prétention, il faut les gens pour les titiller un peu. Ah oui, il le faut. Et c'est là comment que... Bon, comme ce que j'ai dit, l'arbitre somalien était expulsé. Les arbitres noirs de la Coupe du Monde devaient dire qu'on a de plus. La plupart du temps, chacun tient à son mais justement, poste. Chacun ne veut pas avoir. C'est la même FIFA qui après va donner des sanctions. C'est ça le malheur du continent noir, justement. On est émieté, on est fractionné, c'est pour qu'on est faible. Par exemple, la CAF pèse plus que l'Europe ou les États-Unis au sein de la FIFA. Donc, le scrutin, le bulletin de vote de l'Afrique est déterminant pour élire le président de la CAF. Mais on n'en profite pas. Donc je pense qu'il est grand temps maintenant, puisque les gens savent que nous sommes la pauvreté, ça ne va pas, on a faim, donc on supporte des choses. Il est grand temps maintenant qu'on ait un peu ce que les moussies appellent le cœur. D'accord. Pour pouvoir s'affirmer à la face du monde. Alors je ne pense pas que ce soit la pauvreté qui explique cela, c'est une question de prédisposition. Nous avons
la culture du pardon, et ça, c'est même trop. Nous avons la culture du pardon, de la complaisance, de l'humanisme. Chaque fois, on va dire, bon, pour le laisser passer, mais prochainement, sinon, effectivement, ne serait-ce qu'un communiqué, la CAF devrait faire. Bon, ça a eu peut-être que moi, en tout cas, je n'ai pas vu de communiqué. Non. La CAF devrait faire un communiqué. Avec cette phrase-là, nous avons constaté avec regret que nous condamnons, ainsi de suite. Voilà. Même si on ne va pas jusqu'à poser des actions comme se retirer ou retirer le continent, au moins condamner là. Mais voilà, on n'en parle pas. La FIFA, Gianni Infantino a réagi en disant bon, c'est pas à nous de nous faire quoi. Et ils ont autre réaction, c'est de tout de suite désigner l'arbitre là pour arbitrer la Super Coupe d'Europe. Pour ça, j'ai trouvé que c'est infantiliser l'arbitre en question. Bon, même si Gianni Infantino s'appelle Infantino, c'est plus une raison pour infantiliser les gens. D'accord. Parce qu'il faut réagir. Jusqu'à quel niveau? Bon, je ne sais pas, maintenant il faut un communiqué officiel. Il fallait une réaction en tout cas. Voilà. Regardez en Afrique ici, combien de fois la FIFA ou la CAF ont suspendu des fédérations au motif que la politique s'est immiscée. On l'a vu au Nigeria, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Alors, Donald Trump, c'est un politicien. Pourquoi il s'immisce dans le fonctionnement même de la Coupe du Monde? Voilà, donc également on sanctionne ou bien qu'on fasse un communiqué pour dire qu'on condamne. Et ce que je vais ajouter quelque chose pour dire que tel que ça se passe là, on amène même le football à déboîter en fait de l'objectif du sport. Parce que le sport c'est quoi? Quelqu'un a parlé de guerre tout de suite. Le sport c'est ce que les hommes ont trouvé depuis l'Antiquité grecque. C'est ce que les hommes ont trouvé pour justement remplacer la guerre. Lorsqu'on avait maille à partir avec un pays, au lieu d'aller se tuer vraiment entre hommes, on peut lui dire de venir, on va se mesurer. Et le vainqueur ressent à peu près le même plaisir que s'il avait dompté. On aurait pu utiliser cette Coupe du Monde, là, notamment entre les États-Unis et l'Iran, par exemple, pour canaliser les énergies et leur enlever même l'envie de se faire la guerre, et non pas d'exacerber, parce que tel que ça se passe, c'est de l'escalade, et plutôt que d'atténuer les oppositions qu'il y a, ça en train même de les aggraver, de les accentuer, et c'est vraiment dommage. Vous parliez de la FIFA, comment elle peut s'opposer à Trump, lorsque on se rappelle que quand Trump n'a pas eu son prix Nobel qu'il espérait avoir, c'est la FIFA qui lui a offert un prix pour la paix. On ne sait pas comment est-ce qu'une FIFA peut offrir un chef d'État un prix pour la paix. C'est à la fois aussi un acte politique, mais bon, on ne va pas... Ça sera ma dernière question. Il faut en parler parce que ça permet de comprendre effectivement certaines choses. Il n'est un secret pour personne que les deux hommes-là sont proches. Voilà, il était à l'investiture de Trump. Il y a eu le fameux prix. Bon, c'est peut-être pourquoi il se tait et il laisse Trump faire ce qu'il veut. Dernière question. Il y a des non-dits aussi dans le foot. Dernière question. On va recentrer peut-être sur ce qui va se passer sur le terrain. C'est qui l'équipe africaine que vous voyez aller le plus loin? Chacun. Moi, je pense au Maroc. Au regard de ses performances passées. Jusqu'où, par exemple, le Maroc? Bon, pourquoi pas la 3e place? Ok. Voilà. Et ça va également aider prochainement les équipes africaines à encore avoir plus de place. Et surtout que l'Afrique a cette ambition d'organiser la Coupe du Monde. Ça va en tout cas booster notre candidature. Ça va aussi montrer, parce que quand vous regardez, quand vous enlevez par exemple les joueurs d'origine africaine qui sont dans les grands pays du foot, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Si nous pouvons le faire ailleurs, je pense que chez nous, avec une dose de courage, de bonne volonté politique, nous pouvons le faire. Parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas en forme. Quand vous prenez l'Afrique du Sud depuis son sacre en 1996, n'a plus fait grand-chose. Voilà, c'est la descente. Bon, l'Égypte aussi n'est pas en forme. Ne parlons pas de l'Algérie. Bon, Cap-Vert. C'est déjà un exploit d'y arriver. Voilà, tout à fait. C'est vrai que nous sommes... la Côte d'Ivoire, c'est notre deuxième pays. On lui souhaite beaucoup de chance, mais bon, c'est la guerre des titans. Il y a aussi d'autres facteurs extra-sportifs qui vont entrer en jeu. Voilà. C'est-à-dire que ces Occidentaux-là, s'ils voient qu'il y a une équipe africaine qui va remporter la Coupe, je pense que ces pays-là seront capables de tout, y compris de façon visible, voilà, pour que cette Coupe-là ne vienne pas en Afrique. D'accord. Zerbo. Bon, le roi Pelé avait dit que dans 1994, que dans 10 ans,
L'avenir du football sera en Afrique. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de Coupe du Monde. Mais je pense que ma voisine, la Côte d'Ivoire, va percer. Puisque malgré nos dissensions, malgré nos divergences politiques, la Côte d'Ivoire reste la fiancée du Burkina. Tout le monde sait. Historiquement, c'était la haute Volta et la basse Volta. La haute Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. Malgré tout, je voudrais quand même que ma voisine perce bien. Jusque, à votre avis, quelles sont les capacités? Jusqu'à ceux qui veulent aller passer, juste participer, ceux qui veulent remporter. Donc je vois bien la Côte d'Ivoire en finale. Bonne chance à la Côte d'Ivoire, puisque c'est nos voisins, c'est l'Afrique de l'Ouest. Malgré tout, quand même, on est ensemble. Allez les éléphants. D'accord. Docteur El Boudou. Ok, moi je vois le Maroc aller même jusqu'en finale et pourquoi pas remporter, mais à une condition qu'elle sache fédérer vraiment les Africains. D'accord. Voilà, parce que quand vous qualifiez au nord d'un continent, il ne faut pas arriver sur place et puis changer. Vous vous rappelez le scandale que ça a causé au mondial passé. J'espère qu'ils ont appris la leçon. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Les souhaits de beaucoup de gens peuvent se réaliser. Quand il y a des millions de personnes qui pensent la même chose, ça finit par se réaliser. Et vous avez vu l'émoi au sens d'enthousiasme, la joie. Je ne suis pas trop réseau social, mais des gens m'ont dit que les réseaux sociaux ont explosé de joie suite à la défaite de l'Afrique du Sud. Parce que justement, les actions xénophobes qui sont passées dans ce pays-là amènent les Africains à se réjouir que ce pays ait été battu. C'est déjà des signes qu'elle ne va pas aller loin. Alors, en dehors du Maroc, au plan africain, je vois également le Sénégal. À condition cependant que ce pays arrive à dominer les bisbilles qu'il y a depuis la finale là, et que surtout l'arbitre, et pas l'arbitre, l'entraîneur soit vraiment à l'aise et ne pense pas à tout ce qui s'en est suivi pour vraiment préparer l'équipe. Parce qu'ils ont les joueurs qu'il faut. Le tout maintenant, c'est de trouver l'alchimie pour aller sur le terrain. En tout cas, ce sont ces deux équipes-là que je vois aller loin. D'accord. En tout cas, le Maroc a bien commencé avec un match nul un peu partout face au Brésil. Et il faut le dire, s'ils avaient gagné, ça ne serait pas volé parce qu'ils ont vraiment bien joué. En tout cas, merci à vous pour les éclairages tout au long de cette émission. Merci donc à Amadé Adama Soro. Je rappelle que vous êtes expert certifié en diplomatie, relations internationales et éditorialiste. Merci aussi à vous, Sidiki Aboubakar Zerbo, d'être passé. Je rappelle que vous êtes enseignant en transport logistique et supply chain. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. Ça vous le merci. C'est un plaisir en tout cas. Et merci Dr Parfait Boudou d'être passé. Vous êtes écrivain et critique littéraire, chargé d'appui technique au ministère en charge de la culture. Merci. Merci. Ça a été un plaisir en tout cas de passer ce moment d'échange et de débat autour de ces deux sujets. Et donc on va ici maintenant prendre congé de vous en espérant, comme chaque dimanche, vous retrouver le dimanche prochain et le souhait. Portons-nous bien.